Nous allons voir au cours de ce cours les indications de défibrillateur sous-cutané ou SICD pour Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator en anglais, puis le fonctionnement et la programmation, et ensuite les techniques d'implantation et le suivi de ces patients. Pour commencer, quelques mots sur les défibrillateurs. Il existe actuellement deux catégories de défibrillateurs. La première, les défibrillateurs endocavitaires, qui peuvent être de trois types, les simples chambres, doubles ou triples chambres. La particularité des défibrillateurs endocavitaires sont leurs fonctions bien sûr de défibrillation, mais aussi leur capacité à délivrer une stimulation, soit pour bradycardie, soit pour de la stimulation à visée antitachycardique. La deuxième catégorie de défibrillateurs dont nous allons parler au cours de ce cours sont les défibrillateurs sous-cutanés ou SICD, dont le boîtier et la sonde sont entièrement sous la peau. Il n'y a donc pas de matériel intravasculaire ni intracardiaque. Et le fonctionnement de ce défibrillateur est uniquement une capacité de défibrillation. Il n'y a pas de stimulation pour ces défibrillateurs. Les indications de SICD. Alors pour quel patient implanter un SICD? La réponse pourrait être simplement ceux à qui on ne veut pas implanter de défibrillateur endocavitaire, essentiellement pour limiter, pour éviter les complications des défibrillateurs endocavitaires. Il faut avoir en tête deux complications majeures des défibrillateurs endocavitaires liées à la sonde intravasculaire. La première, l'infection, puisque une infection de prothèse a des conséquences assez néfastes. Je vous cite ici cette étude qui évalue la mortalité à moyen terme, à 3 ans, de patients présentant une infection de prothèse qui atteint 27%, donc complication dramatique. L'autre complication que l'on peut citer pour les patients implantés d'un défibrillateur endocavitaire sont les complications mécaniques de fracture de sonde endovasculaire qui peut aboutir à des chocs inappropriés et donc le remplacement de celle-ci. L'implantation du défibrillateur peut être également le choix du patient et il faut retenir 3 conditions pour lesquelles il ne faudra pas implanter de défibrillateur sous-cutané du fait de l'absence de stimulation. D'une part, les patients nécessitant une stimulation pour de la bradycardie. Deuxièmement, les patients nécessitant de la stimulation pour le traitement de tachycardie ventriculaire par stimulation antitachycardique ou ATP. Ce type de traitement est indolore et peut être un avantage sur les défibrillateurs endocavitaires. Et troisièmement, ne pas implanter de défibrillateur sous-cutané pour les patients qui nécessitent une thérapie de resynchronisation, c'est-à-dire 2 sondes de stimulation pour le ventricule droit et la paroi latérale du ventricule gauche. Pour ce qui est des maladies cardiaques sous-jacentes à qui implanter un défibrillateur sous-cutané, les études montrent que la majorité des cardiopathies présentes chez les patients sont compatibles avec l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané. Je reprends ici les données de l'étude Effortless, qui est une étude pivot majeure dans le développement et les données cliniques du défibrillateur sous-cutané, qui nous a donné des informations assez précoces et dont voici les résultats globaux à 5 ans de suivi. Quand on reprend les indications initiales sur les premières implantations de défibrillateurs sous-cutanés, on peut constater qu'il y a tout type de cardiopathie, en majorité des cardiopathies ischémiques, mais aussi non ischémiques, hypertrophiques, des maladies génétiques et canalopathies, des dysplasies du ventricule droit arythmogène et cardiopathie valvulaire. Donc, en théorie, tout patient peut bénéficier
d'un défibrillateur sous-cutané au regard de sa cardiopathie. Si on revoit les indications du point de vue du type de prévention de la mort subite, on peut faire l'évaluation par rapport aux patients présentant une indication de prévention primaire ou bien de prévention secondaire, c'est-à-dire avant ou après une mort subite. Et cette étude de Boersma publiée en 2017 comparait ces deux types de prévention et montrait qu'il n'y avait pas de différence en termes de complications, de thérapie appropriée et de thérapie inappropriée, que le défibrillateur sous-cutané soit implanté en prévention primaire ou bien en prévention secondaire. Les défibrillateurs sous-cutanés peuvent donc être implantés dans les deux situations. Les indications de défibrillateurs plus largement actuelles sont résumées ici. Je fais donc référence aux recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2015 sur la mort subite. Dans un premier temps, les indications de prévention secondaire, on retrouve que l'implantation d'un défibrillateur est recommandée chez des patients présentant des fibrillations ou tachycardie ventriculaire mal tolérées hémodynamiquement et documentées en dehors d'un événement réversible. C'est une recommandation de classe 1 niveau de preuve A. Et un défibrillateur doit être considéré chez des patients avec TV soutenue récurrente, avec traitement médical chronique optimal et FVG normal, avec toujours un bon statut fonctionnel supérieur à 1 an. Les indications de prévention primaire sont les suivantes. Les patients présentant une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection basse inférieure à 35% et 3 mois de traitement médical optimal avec la notion d'une espérance de vie supérieure à 1 an peuvent se voir proposer l'implantation d'un défibrillateur. Pour les cardiopathies ischémiques avec une recommandation de classe 1 niveau de preuve A 6 semaines après la survenue de l'infarctus. Et pour les cardiopathies hypokinétiques non ischémiques, une recommandation de classe 1, niveau de preuve un peu plus faible, B. Il peut être considéré l'implantation d'un défibrillateur dans les 40 jours après un infarctus ou bien l'utilisation d'une LiveVest pour des patients sélectionnés avec par exemple une revascularisation coronaire incomplète, la survenue d'arythmie 48 heures après le syndrome coronaire, ou bien une dysfonction VG préexistante. Il n'est pas recommandé d'implanter un défibrillateur dans les 40 jours suivant un infarctus. Plus spécifiquement, les recommandations ont précisé la place du défibrillateur sous-cutané avec un niveau de recommandation de classe 2A, niveau de preuve C, avec quelques manques d'études cliniques en 2015. La place de du défibrillateur sous-cutané est l'alternative au défibrillateur transveineux chez des patients avec une indication de défibrillateur. Lorsqu'une indication de stimulation pour bradycardie, une resynchronisation ou stimulation antitachycardique n'est pas nécessaire. Il est important pour les patients à qui l'on souhaite mettre un défibrillateur sous-cutané de vérifier leur éligibilité par un screening électrocardiographique avant l'implantation. Ce screening se fait grâce à un outil automatique sur le programmateur Boston Scientific, grâce à 3 électrodes qui sont placées au niveau des détections futures du boîtier. Cela permet de simuler les 3 vecteurs de détection possibles par le défibrillateur sous-cutané, vecteurs primaires, secondaires et supplémentaires comme représenté sur le schéma. Le screening va alors permettre d'appliquer les filtres utilisés par le défibrillateur sous-cutané de façon à voir si le signal est correct en termes de ratio onde R et onde T en position allongée et assise
il est communément admis qu'il faut au moins un vecteur satisfaisant en position allongée et assise, idéalement 2, pour que le défibrillateur puisse fonctionner avec une bonne détection. Cette étape est capitale avant l'implantation et la proposition d'un défibrillateur sous. Fonctionnement et programmation. La détection. Comme vu lors de l'étape de screening pré-implantation, il existe 3 vecteurs de détection possibles du signal cardiaque, primaire, secondaire et supplémentaire. Le vecteur choisi lors de l'implantation se fera dans un premier temps au bloc patient allongé avant un test de défibrillation et surtout après l'implantation lors d'une optimisation automatique qui est effectuée patient allongé et assis. Le défibrillateur pourra choisir le vecteur avec le signal le plus interprétable possible. Dans les fonctions de détection, il existe actuellement un algorithme de détection de la fibrillation atriale dans les défibrillateurs sous-cutanés. Il s'agit d'une aide au diagnostic de la fibrillation atriale, l'algorithme étant basé sur l'analyse de la variabilité des intervalles RR recueillis par le défibrillateur. Le diagnostic des épisodes sera effectué après 6 minutes d'intervalle irrégulier. Les épisodes de plus courte durée ne seront donc pas pris en compte. La programmation des défibrillateurs sous-cutanés. Il est possible de programmer 2 zones de détection des tachycardies, et ce à partir de 170 battements par minute. La première zone programmée sera une zone de choc conditionnel, c'est-à-dire avec discriminateur, et la deuxième zone de choc sera à des fréquences plus élevées, sans discriminateur. Les thérapies délivrées sont des chocs de 80 joules et il est possible de délivrer 5 chocs par épisode. La classification d'un épisode de tachycardie se fait dans les zones de fréquence avec les conditions suivantes. D'une part, il faut 18 intervalles RR sur 24 en zone de tachycardie et d'autre part, la moyenne des 4 derniers intervalles RR en zone de tachycardie pour classifier l'épisode de tachycardie. Dans la zone de choc conditionnel, des discriminateurs seront appliqués. Le fonctionnement est les suivants. 3 analyses se font simultanément. Premièrement, une analyse statique du QRS par rapport à une empreinte de QRS, c'est-à-dire un modèle de QRS enregistré par l'appareil. Donc cycle à cycle. D'autre part, deuxièmement, une analyse dynamique des complexes QRS qui se font cycle à cycle et l'un entre les uns avec les autres. Et troisièmement, l'analyse de la largeur des QRS. Cela permet de discriminer les complexes de tachycardie ventriculaire des complexes de tachycardie supraventriculaire et optimiser la délivrance des thérapies. Concernant la programmation, il n'existe pas de stimulation pour bradycardie à proprement parler par le défibrillateur, mais une stimulation temporaire post-choc pour pallier aux asystolies ou bradycardie extrême après épisode ventriculaire est possible. Elle se fait à 50 par minute pendant un maximum de 30 secondes. Concernant la programmation, un outil très important à connaître est l'algorithme SmartPass qui a été développé dernièrement. Il s'agit d'un filtre supplémentaire du signal, filtre passe-haut, qui permet de réduire la détection de l'onde T. Vous voyez ici l'exemple d'application du filtre qui permet de réduire le signal de l'onde T.
Cet outil a été développé pour limiter le risque de surdétection de signal cardiaque et de thérapie inappropriée. Cet algorithme peut se désactiver en cas de signal faible ou bien bradycardie extrême et donc à vérifier lors des contrôles. Voici un exemple de tachycardie et de fonctionnement du défibrillateur sous-cutané. Les tracés recueillis au cours de l'épisode sont les suivants, avec les marqueurs S témoignant d'un rythme normal en début d'épisode, puis les marqueurs T signifiant la détection de la tachycardie. Ici, l'appareil est programmé avec une zone de choc conditionnelle à 210 par minute et une zone de choc à 250 par minute, avec une détection sur le vecteur secondaire. L'algorithme SmartPass est activé et la stimulation post-choc désactivée. On voit au cours de l'épisode un marqueur C qui témoigne du début de la charge des condensateurs en vue de la délivrance de choc. Ce marqueur intervient une fois l'épisode classifié, c'est-à-dire 18 intervalles sur 24 en zone tachycardie, ici zone de choc. Les condensateurs chargent jusqu'au marqueur E qui signifie la fin de la charge et le signal évoquant un éclair correspond à la délivrance du choc. On voit au décours le retour en rythme sinusal avec les marqueurs S qui témoignent de la régularisation de l'arythmie. Technique d'implantation et suivi. L'implantation d'un défibrillateur sous-cutané se fait sous anesthésie générale le plus souvent, du fait de la loge assez importante à effectuer et de la tunnelisation sous-cutanée. Il peut être nécessaire d'adjoindre une anesthésie locale complémentaire par ropivacaïne pour des douleurs post-opératoires. Le patient est placé en décubitus dorsal avec une légère rotation latérale droite pour permettre d'exposer l'emplacement de la loge. Un repérage au bloc sous scopie est effectué avant l'implantation avec du matériel de démonstration. Le boîtier est positionné en regard du ventricule gauche en région médio-axillaire et le coil de défibrillation positionné avec l'électrode proximale 1 cm au-dessus et latéral par rapport à la xiphoïde du sternum et le coil vertical le long du sternum. Une radioscopie est réalisée pour vérifier que le vecteur de défibrillation entre le coil et le boîtier prenne bien l'ensemble du ventricule gauche. Des marques sont ensuite effectuées sur la peau pour la position du coil, du boîtier avec une incision en avant, ainsi que la position du point de fixation avec l'olive de la sonde au niveau proximal. Une incision est donc réalisée en avant de la loge du boîtier. La dissection est effectuée pour atteindre le plan musculaire au niveau du muscle dentelé antérieur. On rejoint alors l'aponévrose et la zone intermusculaire plus postérieure entre le muscle dentelé antérieur et grand dorsal, dont le sillon peut se disséquer facilement à la main. Cette implantation sous-musculaire est tout à fait intéressante pour garder la position du boîtier enfoui partiellement sous le muscle avec de bons paramètres de défibrillation. Une incision est effectuée pour venir positionner l'olive de la sonde qui sera fixée donc sous la xiphoïde
du sternum, avec des points de fixation qui sont positionnés au niveau de l'aponévrose pour une bonne position de la sonde au niveau proximal. La sonde va être positionnée grâce à des tunnelisateurs. Un kit est disponible afin de tunneliser la partie proximale et distale de la sonde. Il faut voir que l'olive de la sonde qui sert à la fixer est maintenant intégrée à la sonde. La tunnelisation se fait en introduisant l'outil de tunnelisation au niveau de l'incision xiphoïdienne, puis guidé grâce au doigt jusqu'à la loge du défibrillateur en passant au-dessus des côtes. Une fois le tunnelisateur introduit, la sonde pourra être mise de façon sous-cutanée jusqu'à ce qu'elle ressorte dans l'incision xiphoïdienne. Elle est alors fixée au niveau de l'olive avec les deux fils qui avaient été préparés. La deuxième partie de la tunnelisation se fait avec l'outil de tunnelisation dédié pour la partie distale. Elle se fait toujours en étant au plus proche des côtes et du sternum, bien verticale en remontant jusqu'à la position distale de la sonde. Le désilet est ensuite irrigué avec de l'eau injectable pour éviter que des bulles soient prises au piège dans l'implantation, puis la sonde introduite dans le désilet qui va ensuite être pelée. Une fois la sonde positionnée, elle peut être vissée au boîtier, lequel va être positionné dans sa loge et fixé par deux points d'ancrage afin d'éviter les mouvements. Une fois la position de la sonde et du boîtier effectuée, la fermeture des premiers plans va être réalisée de façon à isoler sonde et boîtier de l'air. Une première optimisation et avec le choix du vecteur pourra alors être effectuée et recueillir le signal le plus approprié pour le fonctionnement du défibrillateur. Vous voyez ici qu'on a de très bons signaux sur le vecteur primaire et secondaire. Ils sont beaucoup moins voltés sur le vecteur supplémentaire. L'appareil va pouvoir sélectionner soit le vecteur primaire, soit le vecteur secondaire. Ici, le vecteur secondaire est retenu. Une induction de fibrillation ventriculaire est ensuite réalisée pour tester le système. La fibrillation est induite par un courant continu. Le défibrillateur est programmé avec une zone de détection à 170 par minute ou d'emblée les réglages définitifs souhaités par le praticien. Ici, on voit que la fibrillation ventriculaire est bien détectée par l'appareil avec une charge rapide et délivrance d'un choc à 65 joules qui est efficace. Le process recommandé est de tester deux chocs internes, le premier à 65 qui sera un peu plus faible que la programmation en routine du défibrillateur, le deuxième choc à 80 joules avec une polarité inversée. En cas d'échec des deux chocs, il faut être prêt à délivrer un troisième choc externe par le personnel de bloc. Les patients implantés de défibrillateurs sous-cutanés auront la possibilité de passer des IRM, le système étant compatible pour des IRM de 1,5 Tesla corps entier avec une possibilité de pré-réglage avec minuterie automatique. Les patients sont
également suivis en consultation de rythmologie avec la possibilité d'avoir un suivi à distance par télécardiologie grâce au moniteur latitude. La longévité usuelle de la batterie des défibrillateurs sous-cutanés actuels est d'une dizaine d'années. Un mot sur les événements indésirables et complications qui peuvent être revus avec les défibrillateurs sous-cutanés. Voici les données de l'étude Princeps Effortless avec les premières implantations. Le taux de complication global des défibrillateurs sous-cutanés à 5 ans était de 15,2%. Quand on regarde le détail des complications qui peuvent nous intéresser, plus particulièrement les infections, il est de 3,2% à 5 ans. Il s'agit d'infections ayant conduit à l'explantation du dispositif. Cette donnée est importante car elle n'est pas nulle, mais elle est habituellement beaucoup moins sévère que les défibrillateurs endocavitaires car il n'y a pas d'infection du système cardiaque vasculaire, pas d'endocardite, et donc le système peut être retiré sans trop de difficultés. Les complications spécifiques liées au système étaient de 5,5% à 5 ans. Une autre information importante est la survenue des chocs inappropriés que l'on voit régulièrement dans tout système de défibrillation. L'analyse des taux de choc inappropriés dans le registre Effortless est de 16,9% à 5 ans, essentiellement sur de la surdétection de signal cardiaque de longue T, 68%. Cette information est à prendre en compte avec le fait qu'il s'agissait essentiellement de boîtiers de première génération qui n'étaient pas équipés de l'algorithme SmartPass permettant de s'affranchir de la surdétection de longue T. Ce type de choc inapproprié sur surdétection de longue T a considérablement diminué avec les boîtiers de nouvelle génération et cet algorithme SmartPass. Il faut donc actuellement probablement retirer ce taux de notre pratique actuelle avec les défibrillateurs sous-cutanés. Et au final, on voit que les chocs inappropriés pour tachycardie supraventriculaire et fibrillation atriale ne représentaient que 18% des chocs inappropriés et les chocs inappropriés pour surdétection de bruit extracardiaque, 16,8%. Le taux qu'on a relativement plus raisonnable actuellement de chocs inappropriés est de 3,1% à 1 an. Je fais référence pour cela à l'étude Untouched publiée en 2021 qui s'intéressait à la survenue d'événements indésirables, plus particulièrement chez les populations de défibrillateurs sous-cutanés, ce taux de choc étant beaucoup plus faible et notamment expliqué par la diminution des surdétections de longue T grâce à l'algorithme SmartPass. Voici une vidéo qui résume les étapes d'implantation du défibrillateur sous-cutané avec le repérage de la position du boîtier et de l'électrode. L'incision au niveau de la loge et de la xiphoïde. Les points de fixation de la sonde au niveau proximal. La tunnelisation de la sonde
sur sa portion proximale grâce à l'outil de tunnelisation. Puis tunnelisation distale. Le boîtier est également fixé dans sa loge. En conclusion, le défibrillateur sous-cutané est une alternative au défibrillateur transveineux et permet de limiter le risque d'infection avec endocardite et de fracture de sonde notamment. Les thérapies délivrées par le défibrillateur sous-cutané sont des chocs à 80 joules avec éventuellement une stimulation post-choc temporaire, mais toute autre stimulation n'est pas possible. Les fonctions de mémoire du défibrillateur sous-cutané sont limitées, ce qui présente un inconvénient. Il existe néanmoins un outil d'aide au diagnostic de fibrillation atriale. Concernant la détection et la discrimination, et plus particulièrement le taux de thérapie inappropriée, celles-ci sont semblables aux défibrillateurs transveineux, et notamment grâce à l'algorithme SmartPass qui permet de limiter les chocs inappropriés par surdétection de l'onde T. Le défibrillateur sous-cutané peut être suivi comme tout défibrillateur transveineux, avec notamment un suivi par télécardiologie et le système est IRM compatible. C'est maintenant la fin du cours. Voici la première question. Le défibrillateur sous-cutané peut être proposé à un patient avec A. Une mort subite récupérée à 18 ans malgré échec de screening sur les 3 vecteurs. B. Une cardiopathie hypertrophique à risque élevé de mort subite. C. Une cardiomyopathie dilatée non ischémique avec FEVG inférieur à 35% et indication de resynchronisation. D. Cardiopathie ischémique revascularisée et tachycardie ventriculaire. E. Antécédent d'infection de défibrillateur transveineux. Question numéro 2. Le défibrillateur sous-cutané peut A. Délivrer une stimulation pour traiter un épisode de TV. B. Passer une IRM. C. Détecter de la fibrillation atriale. D. Se compliquer d'infection. E. Délivrer un choc inapproprié. Bravo, vous êtes arrivé au terme du cours sur les spécificités du défibrillateur sous-cutané.